Hello, je suis Léna, passionnée de bien-être, mieux vivre et spiritualité. J'ai créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre des méthodes alternatives pour aller mieux, que ce soit physiquement ou mentalement. Quels que soient vos problèmes, quelles que soient vos croyances, restons ouverts, restons curieux et testons. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, en tout cas mieux que moi aujourd'hui, après une douleur dentaire qui m'a empêché de dormir. Ça m'a fait rire entre guillemets ce matin de voir sur Gmail la confirmation de mon rendez-vous Doctolib dentiste à 3h30 du matin. Ça indique mon niveau de désespoir seul dans la nuit. Despair. SOS. Please help. Alors cet épisode sera publié probablement 2 semaines après mon petit monologue de maintenant, mais je trouve mine de rien cette période pré-estivale assez corsée et chargée émotionnellement. Je ne sais pas vous, je l'ai vu sur moi et dans mon entourage, elle semble assez forte en rebondissement, en émotion, en inconfort et donc potentiellement en anxiété. Si vous me suivez sur Instagram ou écoutez mes solo épisodes, vous savez que je suis connectée très fortement à mon corps et les messages / les sensations qu'il m'envoie. C'est-à-dire que je sens tout. On appelle cela d'ailleurs l'interoception, la perception de nos sensations internes, et c'est très pratique pour savoir ce qui est bon ou pas pour nous, car notre corps, rempli de sagesse et le temple de notre intuition, nous envoie constamment des sensations, donc des messages. Si les sensations ne sont pas agréables, cela veut dire qu'il y a un élément perturbateur à travailler. Et oui, et comme c'est le cas chez moi, je peux vous dire à quel point le stress de survie, ce qu'on appelle plus communément l'anxiété, perturbe le bon fonctionnement de notre corps. Il perturbe tous nos systèmes. Mon cœur, lui, en ce moment, bat la chamade. Ma digestion est perturbée, coucou la chiassoune. J'ai du mal à m'endormir, j'ai l'impression d'être un peu pompette ou dans les vapes, alors que je bois du thé matcha ou juste de l'eau. Je ne suis pas concentrée, j'ai le plexus contracté, le dos bien en tension, ce qui indique également le degré d'activation de mon système nerveux sympathique. Vous savez, le mode combat-fuite ou fight and flight en anglais. J'ai des douleurs qui augmentent, des petits boutons, bref. Une personne non connectée à son corps ne prendrait pas nécessairement en compte ces messages et peut-être continuerait sa vie comme si de rien n'était en supprimant inconsciemment ou consciemment ses soucis par divers outils comme de l'alcool, des réseaux sociaux, des sorties, du Tinder et du sexe par exemple. Ce n'est pas mon cas car si je fais ça, je sais que les symptômes vont crier plus fort et ça peut créer à terme des syndromes, c'est-à-dire des problèmes plus importants comme des problèmes cutanés, des ulcères, des maladies auto-immunes, bref, tout est possible en fonction de nos fragilités respectives. Ça a déjà été mon cas, avec des douleurs paralysantes pendant plusieurs années, et j'ai appris la leçon, je peux vous dire. Bref, une petite parenthèse pour vous dire de ne pas mettre de côté vos symptômes. Si vous avez le moindre symptôme, ou même une sensation, cela est à écouter. Plusieurs fois par jour, si vous le pouvez, même quand vous passez une bonne journée, faites une pause, orientez-vous, c'est-à-dire sentez vos points d'appui, explorez l'endroit où vous êtes, écoutez les sons que vous entendez, sentez votre respiration sans la changer. Cela va vous ancrer dans le corps et c'est un raccourci pour mieux la sentir. Cela va vous ancrer dans le corps, développer cette connexion aux sensations du corps et c'est un raccourci pour mieux le sentir. Plus vous vous connectez au corps, plus votre corps peut s'apaiser. Un corps sain est un corps lié à l'esprit d'une manière saine, et ça s'apprend. Bref, revenons à nos petits moutons. Aujourd'hui, je reçois Yann Piette, Love Coach, spécialiste des questions que se posent les femmes à propos des hommes. Alors oui, vous allez voir dans cet épisode, on est forcément un peu obligé de faire des généralités, car on ne peut évidemment pas faire au cas par cas. Il y a toutefois du vrai dans les généralités. Mais je l'aime bien ce petit Yannou, la conversation était sympa et intéressante, avec des petits tips qui peuvent faire des déclics chez certaines personnes ou les aider dans la vie quotidienne. Ce qu'il faut retenir, je trouve, c'est que dans une relation, on n'est pas tout seul, mais on est 2 ou plusieurs, ça dépend. C'est-à-dire qu'il y a votre cerveau et le cerveau de l'autre. Et ce n'est pas le même. On a beau être humain, nous en avons tous un différent, qui s'est construit différemment, qui a été blessé différemment, qui a des besoins différents, des passions différentes, des personnalités différentes. Bref, ça apporte toujours du recul de savoir ça et de se le rappeler. C'est un bon rappel pour avoir plus d'empathie, de respect, de compassion et surtout plus de communication. Cet épisode est divisé en 2, la suite la semaine prochaine. Bisous! Hello Yann, merci beaucoup d'être là, je suis ravie de te parler aujourd'hui. Eh bien écoute, ravi de faire cet échange avec toi Léna. Tu es coach de vie, love coach, c'est-à-dire que tu aides les clients à améliorer leurs relations dans la vie, que ce soit au niveau de leur aisance sociale, d'un point de vue global, ou des relations amoureuses, et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Pourquoi avoir eu envie de devenir love coach? Est-ce que c'était quelque chose que tu as, expérimenté dans ton passé et qui t'a fait t'intéresser à ce sujet? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors tout d'abord, bravo pour cette introduction très journalistique. T'as vu un peu? C'est une question qu'on me pose tout le temps parce que c'est un métier qui sort de l'ordinaire. Donc les gens forcément se demandent, ok,
par quelle voie il est passé pour arriver là. En réalité, la vie, elle est faite d'accidents. Et moi, il se trouve que je fais ce métier un petit peu par accident, dans la mesure où, avant de me rendre compte que j'étais doué pour ça et que ça me plaisait vraiment, bah, j'ai commencé à expérimenter. Parce que c'est parti d'une idée, suite à une première expérience professionnelle qui ne me plaisait pas plus que ça. Je me suis dit, vas-y, à l'aide d'un ami, on a monté notre société pour donner des conseils, dans un premier temps, aux hommes célibataires. Et il s'est avéré que ça a rencontré son petit succès assez rapidement. Et de fil en aiguille, bah, en fait, je me suis formé en même temps Tu que j'ai partageais. grandi. Hmm. Voilà. Et ça, c'était en 2010. Donc ça fait maintenant 13 ans. Et ouais, effectivement, un sacré petit bout de chemin, mais c'est ça qui est beau dans la vie, c'est que tu penses que tu vas aller à ce point-là tout droit, puis en fin de compte, non, tu fais plein de petits, une route un peu diagonale, quoi. Exactement. Et ce qui est assez marrant, c'est que 6 mois, on m'avait dit, enfin, une fois que j'ai commencé ce métier à donner des conseils, si on m'avait dit que j'allais faire ça 2, 3 ans avant, j'y aurais pas cru. Ouais. Ouais. C'est ça qui est assez surprenant. Donc voilà, c'est un parcours. Mais du coup, par contre, depuis, je n'ai pas changé. Au contraire, j'ai fait que de me développer et de m'étendre à de nouvelles choses. Ça a commencé par des conseils pour les hommes qui voulaient faire des belles rencontres. Et maintenant, bah, je fais du coaching, effectivement, comme tu l'as dit, pour les gens qui, globalement, veulent améliorer leur aisance sociale, leur confiance en eux, leur estime d'eux, etc., etc. Et bien sûr, les relations amoureuses, je pense qu'on va en parler beaucoup aujourd'hui. Tout à fait. Alors commençons par cette question-là. Est-ce qu'il y a une différence de comportement et de besoin par nature entre les hommes et les femmes? Parce qu'on a souvent l'impression que c'est le cas, mais donne-nous ton avis un petit peu là-dessus. Alors, tu démarres fort avec la Ouais, question. c'est clair là. Parce que, non, parce que le côté par nature, c'est très casse-gueule, ça. Il y a beaucoup de gens qui, d'ailleurs, on voit souvent passer des choses comme ça sur Internet, des contenus où les gens disent oui, l'homme est ceci, la femme est cela, à l'âge des cavernes. On n'en sait rien, en fait. Exactement. C'est une généralité, mais je suis sûre que tu vas nous apporter ton Voilà, avis mais là-dessus. moi, juste, je fais un petit disclaimer. Par nature, je ne saurais pas te dire si Ouais. c'est par nature, donc biologique, ou si c'est le fruit des dizaines de milliers d'années de civilisation. Mais en tout cas, je ne peux pas m'empêcher de constater entre les hommes globalement et les femmes globalement des différences. Hmm. Tu veux que je te C'est-à-dire. dise tu veux que je te dise une différence? Bah tiens, il y en a il y en a qui sont très intéressantes. Typiquement, une différence que j'aime beaucoup, enfin que j'aime beaucoup, que je trouve assez intéressante, c'est que les femmes vont s'attacher beaucoup plus à un homme en écrivant. Alors qu'un homme, pas du tout. Je te donne un exemple. Deux personnes qui se rencontrent sur une application, qui ne peuvent pas se voir parce que, je sais pas, quelqu'un est à l'étranger, et qui s'écrivent pendant 3 semaines. Si cet homme-là, il était un petit peu, disons, limite pour les goûts de cette jeune femme, bah, le fait de lui avoir écrit pendant autant de temps, eh bien, il passe tout à coup la barre de sélection. C'est vrai uniquement dans ce sens-là. J'ai jamais vu dans mes coachings des hommes se dire oh là là, maintenant que je lui ai écrit, elle me plaît plus, elle est plus attirante pour moi. Au contraire, ils vont être d'autant plus déçus de s'être investis dans de l'écriture s'il s'avère que en se rencontrant, ça ne le faisait pas niveau attirance physique. Donc que tu penses que généralement les hommes vont avoir tendance à plus prendre rendez-vous physiquement pour voir les personnes, enfin pour voir les femmes en question? Non, non, c'est pas ça. C'est juste qu'en fait, dans le processus Sélection? de s'attacher à quelqu'un, de développer, de commencer à développer des sentiments pour quelqu'un, bah, l'écrit marche plus pour les femmes que pour les hommes. Ouais, c'est marrant. Est-ce que tu as un autre petit exemple là? Les deux ou trois encore là? Les hommes, alors, tiens, typiquement, on va rester sur de l'attirance. Les hommes regardent souvent les femmes dans le détail. C'est-à-dire que pour qu'il commence à se sentir séduit par une femme, un homme, eh bien, il lui faut un truc qui lui plaise vraiment. Il lui faut un truc. Ça peut être ton visage, ça peut être ton corps, ça peut être ton attitude, ça peut être ta culture. Enfin bref, à partir du moment où il a un truc qu'il va admirer, ben, en fait, ça suffit. Toi, tout à coup, il va te prendre dans ta globalité. Or, les femmes, dans leur façon de sélectionner les hommes, elles ont tendance à faire un petit peu l'inverse, à savoir qu'il faut qu'il y ait un petit peu tout ce qu'elles veulent. Mais si, par exemple, le mec, il y a tout ce, il y a tout ce que la nana voulait, mais si le mec fait 1,77 m, ah bah non, c'est pas possible. Non mais Tu c'est vois? tellement ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quasiment un miroir inverse. C'est-à-dire que les hommes, voilà, ils vont. Du coup, ça me fait dire que souvent, ça me fait dire que les hommes sont un peu moins difficiles que les femmes, en tout cas dans leur façon de choisir. Ouais, ouais.
Ouais, je pense à une personne en particulier qui c'est exactement ce cas, mais c'est intéressant. J'aime bien, c'est marrant parce qu'effectivement, tu dois voir, même si encore une fois c'est des généralités, il y a quand même des profils de personnes et je pense qu'avec toute ton expérience, tu as dû constater ça, quoi. Donc c'est ça qui est rigolo. Oui, bien sûr. Alors, tout ce qu'on dit là, ça reste des généralités. Mais les généralités ne sont pas fausses, en fait. Bien C'est sûr, ça, quelqu'un qui pourrait écouter le podcast pourrait dire, bah non, moi, pas du tout. Et cette personne pourrait avoir raison. bien Mais sûr. moi, je parle toujours voilà, en centaines de personnes, en milliers de personnes que j'ai pu suivre au cours des dernières années, quoi. Ouais, bien sûr, on est obligé de faire des généralités pour pouvoir aborder et développer certains sujets, mais bien sûr, on est tous différents. Exactement. Parlons des célibataires. Commençons par les célibataires et des fameuses applis. Qu'est-ce que tu penses de ces applications de rencontres? Quelles sont un petit peu leurs forces et leurs faiblesses selon toi? Bon, globalement, si tu me demandes, moi, je préférais l'époque où on se rencontrait pas avec des applications. Ah ouais, C'est-à-dire qu'en fait, enfin, la rencontre, tu voyais quelqu'un dans un lieu de la vie de tous les jours, tu savais s'il y avait une alchimie d'entrée de jeu, et ensuite, sur cette base-là, tu commençais à t'écrire. Or, maintenant, c'est plutôt l'inverse, c'est on commence à écrire à quelqu'un sans savoir s'il va y avoir une alchimie. ouais. Donc, en ça, je trouve quand même que les rencontres dans la vie de tous les jours sont vraiment plus qualitatives. Et il y a beaucoup de mes clientes qui préfèrent faire des rencontres dans la vie de tous les jours et qui me posent plein de questions pour comment faire pour faciliter ces rencontres-là. Voilà, après, les applications, c'est un moyen de rencontre. Il a le mérite d'exister. Maintenant qu'il est là, ça va être difficile de faire machine arrière. Les gens qui pensent qu'on va revenir à des rencontres à l'ancienne se fourrent le doigt dans l'œil. Donc voilà, voilà. Après, les qualités, enfin, les API, elles essaient de s'améliorer elles-mêmes, mais le problème, c'est que les applications sont faut pas oublier que c'est une société derrière, c'est une entreprise. Une entreprise, il faut qu'elle fasse du bénéfice. Et on n'a pas le même objectif. C'est-à-dire que toi, par exemple, tu vas sur une appli pour faire des belles rencontres et rencontrer l'homme de ta vie, mais la société elle, améliore de jour en jour l'application de rencontre, elle, ce qu'elle veut, en fait, finalement, c'est faire du bénéfice. Donc, ce sont des objectifs qui n'ont pas forcément la même direction, Hmm. ce qui fait que, bah, typiquement, le swipe, tu vois, le swipe sur une application de rencontre, bah, rien que ça, dans l'acte de swiper, il y a un truc un peu machiavélique dans la mesure où ça nous induit à aller chercher plus de trucs, plus de trucs, plus de trucs. On le voit bien avec les applis comme TikTok, où ils ont réduit l'action humaine à son strict minimum, à savoir faire un geste du doigt. Ouais, complètement. Donc là, Ouais. c'est un peu pareil. En fait, TikTok, c'est du haut en bas. Tinder, c'est de gauche à droite. La plupart des applications, c'est comme ça. C'est un peu, ça, c'est quelque chose qui nous, en fait, qui nous aide pas à se concentrer sur les conversations qu'on a déjà. Ouais. Ouais, je comprends. Ouais. Il y a un côté un peu addictif. Oui, ça, oui, oui, complètement, je pense. Et puis addictif, et puis un peu, je pense, un manque de sens où je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui, au bout d'un moment, à quoi bon, tu sais, il y a ce côté-là un petit peu. Et ça effectivement, comme tu dis, parfois ça n'a aucun sens. Je regarde des copines swiper qui sont célibataires et je les vois swiper, mais à une vitesse C'est tellement ça. rapide, en fait, c'est quasiment, c'est le cerveau reptilien qui dit oui ou non. Et quand je vois passer les mecs, je me dis, mais c'est pas possible d'abord que tous ces mecs-là ne te plaisent pas. Il y en a forcément un bon 40% dans le lot qui t'auraient plu si tu les avais rencontrés dans un bar ou je sais pas, dans un festival, ou dans une boîte de nuit. Et c'est pas possible non plus que toi tu plaises à autant de mecs. Tu vois, Ouais. c'est-à-dire que tu vas sélectionner 0,1% des mecs. Bon, j'exagère un peu, mais tu vas sélectionner allez, 1% des mecs. Si tu veux, c'est pas très cohérent par rapport à ce que la véritable séduction et l'attractivité de cette personne dans la vie de tous les jours. Bien sûr. On est beaucoup plus sélectif sur une application de rencontre. Ouais. Ouais, justement, les filles vont te dire, bah ouais, mais physiquement, il me plaît pas, et de toute façon, je vois que deux, trois photos, et c'est ça, je pense, la limite aussi de ces applications-là, c'est qu'on juge trop rapidement sur ces deux, trois photos, non? Oui, et puis on n'est pas fait pour être attiré par des photos. C'est-à-dire qu'on réagit, tu le vois bien enfin, on le voit quand on évolue dehors, quand on va danser en boîte de nuit, quand on va en vacances à la plage, on voit bien que c'est pas à des photos qu'on réagit, c'est à des corps, c'est à des gens, c'est voilà, comment ils sont, comment ils occupent l'espace, même l'odeur qu'ils dégagent, c'est Mm. un tout en fait. On n'est pas fait pour réagir à des photos. Donc quand on demande de choisir sur des photos, c'est pas tellement une véritable attirance qui est en train de s'exprimer, c'est plutôt ok. Alors, moi, comment je me vois et quel genre de photo j'aime bien et nanani nanana et qu'est-ce que ça dégage la photo. Et on rentre dans des calculs qui sont un peu compliqués et qui en fait font que les gens deviennent beaucoup trop sélectifs. Ouais, mais est-ce qu'il n'y aurait pas, du coup, une autre manière de fonctionner avec ces applis? Bah, il faut les utiliser un peu bêtement. Moi, c'est souvent le conseil que je donne dans mes coachings, c'est-à-dire que je donne des petits challenges pour enfin, vraiment utiliser l'appli bêtement. Je donne un exemple, tu prends une appli, tu mets une limite géographique à 30 minutes, d'accord? Une distance équivalente à 30 minutes. Ce ne sera pas pareil à Paris ou à Lyon que dans la campagne, mais tu veux pas non plus rencontrer des gens qui sont trop loin.
Tu mets une limite d'âge qui est à peu près cohérente, 2-3 ans de moins, 2-3 ans de plus, quelque chose comme ça. Et tu vas globalement accepter tous les profils qui ont l'air normaux, sans réfléchir. Tu vois, tu fais ça. Tu acceptes tous les profils qui ont l'air normaux sans réfléchir. Quand tu dis Du normal, coup, c'est quoi? C'est une personne qui a l'air normale, non, c'est non, ça? un profil normalement constitué, c'est-à-dire qu'il y a une photo euh, Ok. où on voit une personne et il y a un texte en dessous. Ok? Tu vas valider tous ces profils-là qui sont dans ta limite géographique, qui sont dans ta limite d'âge et qui sont pas des robots, ou qui sont pas des. Voilà, tu vas pas prendre un profil de, je sais pas, Robert Pattinson ou quelqu'un qui est éventuellement qui a l'air faux, quoi. Donc, tu valides tout ça, ce qui fait que quand tu vas faire, quand tu vas faire cette étape de validation, en fait, finalement, tu vas pas réfléchir. Tu demandes à ton cerveau de pas réfléchir. Ensuite, tu vas laisser, par exemple, ces personnes t'écrire. Tu fais aucun effort, hein, tu laisses ces personnes t'écrire et tu vois qui t'a écrit. D'abord, tu vois qui t'a écrit. Ensuite, tu vois pour t'écrire quoi. Et là, seulement à ce moment-là, tu peux commencer à dire, OK, là maintenant, je vais commencer à sélectionner et voir quelles conversations peuvent être intéressantes. Salut, Mais ça ça, va? Souvent, c'est un bah peu ouais, ça, je non mais pense. typiquement, tu vois, tu vas avoir 10 salut, ça va, et un mec qui va faire une remarque intelligente sur le médaillon que tu portes autour du cou. Ah Mm. ouais, ça c'est un médaillon de Saint-Christophe, blablabla, je suis sûr que, blablabla. Et là, tu vas dire, ah tiens, c'est intéressant, bah tu vas l'utiliser bêtement, donc tu vas avoir 100 conversations, mais il s'avère que dedans, il n'y en aura que 15 qui vont t'intéresser, mais ça te permet de voir, un peu comme au poker, quand on tape sur la table pour voir ce qu'il y a dans la carte à venir, bah là, c'est la même chose. Tu vas voir, ok, qu'est-ce que ce mec-là est capable d'écrire? Mm. Après, Ouais. tu peux choisir. Première sélection, quoi. Ouais, t'as Ouais, raison. mais en fait, sans réfléchir, en fait. Et du coup, tu te retrouves avec beaucoup plus de matière pour choisir. Donc ne pas se limiter effectivement à des personnes qui nous semblent vraiment hyper intéressantes sur la photo, quoi. S'ouvrir un petit peu Oui, oui. plus et on Bah oui, verra parce que après. si si t'es trop sur la photo, tu vas te retrouver t'attacher. Toi, tu t'attaches en fait à un avatar. Le mec derrière, il va pas t'écrire. Tu vas dire, ah, mais c'est lui qu'il me faut, c'est lui qu'il me faut. Tu vas commencer en fait, à changer complètement qui tu es pour ce mec-là. Et tu vas te retrouver dans quelque chose de pas du tout simple parce que tu cours après un mec qui ne t'a même pas montré qu'il voulait te rencontrer. Ouais, exactement. Et ce qui me fait penser que les photos, souvent, tu vois une. Alors moi, je suis pas célibataire, mais je vois ma sœur, j'ai une sœur jumelle qui est célibataire. Et ce qui me fait toujours rire, c'est que du coup, quand elle est chez moi, elle en profite parce qu'elle est à Paris, donc elle fait des petites applications. Et en Ouais. fait, du coup, on regarde toutes les deux, on se marre bien pour le coup. Et souvent, en fait, t'as une photo qui a l'air super, et puis tu regardes la deuxième, rien à voir. Donc c'est vrai que je trouve que le physique vaut mieux pas trop non plus s'y fier, parce que Ouais. tu ne sais jamais, une photo, ça veut rien dire. Et je crois que toi-même, tu dis, je t'avais entendu, que souvent les mecs, ils ont des pauvres photos. Alors soit c'est un peu Brian avec la tablette de chocolat à la plage, mais souvent tu vois même pas leur visage, parce qu'en fait, ils prennent pas de photos d'eux de manière générale. Ils ont des lunettes de soleil, ils ont pris leur dernière photo de vacances. Ils se font Ouais. pas trop chier comme les nanas, j'ai l'impression. Bah, disons que dans l'art de se mettre en avant sur photo, ils sont un peu moins bons de manière générale, encore une fois. Faut pas attendre des hommes qui soient aussi bons que les femmes. Alors, il y a beaucoup de femmes, quand j'ai dit ça, effectivement, qui m'ont dit oui, mais ils devraient s'améliorer, ils devraient. Ok, mais on va pas leur demander de se transformer en femme non plus, tu vois, et de faire exactement la même chose. On va pas leur demander de se maquiller, de machin, de pas. Ouais, non, ok, ils sont pas très bons pour les photos, c'est pas grave. On va essayer de voir le potentiel à travers la photo. Hmm. Faut essayer de faire ça un peu parce que moi, je t'avoue que j'ai très peu utilisé les applications de rencontre, mais à l'époque où je l'ai fait, je pense pas que mes photos étaient vraiment incroyables. Ouais, ouais. Tu vois, Bah, je et en pense plus que de ça, je pense qu'il y a beaucoup de femmes aussi qui vont se dire si ça fait trop incroyable, ça fait trop posé, ça fait trop le mec narcissique. Tu vois, il y a toujours un truc de toute façon, la quoi. photo est jamais bien. Elle sera jamais. Il y a toujours quelqu'un qui la trouvera pas bien. Tu vois, ah bah telle C'est ça. personne va pas aimer les mecs avec des lunettes de soleil. Telle personne va pas aimer quand c'est trop posé. Telle personne va pas aimer quand on voit trop de peau ou de mise en valeur du corps. Tu vois, c'est Ouais, compliqué. complètement. Ouais, ouais. Alors que dans la vie, on est en mouvement, tu vois. On est en mouvement, on est dans un lieu. Le lieu, il nous a réunis pour une raison. Donc, tu vois, déjà, ça facilite. Complètement. Ouais. Et justement, encore avec ma soeur, ma soeur jumelle, pour le coup, elle m'inspire pour cet épisode. D'ailleurs, c'est elle qui m'a fait te connaître. Ok, bah, Donc merci. voilà. Merci Lulu, comme on peut dire. C'était assez marrant parce qu'on voit beaucoup d'hommes, en tout cas on l'a constaté, qui au niveau de quand tu dois cocher la case relation, c'est un peu on verra ou relation libre. Alors je me suis demandé, mais il n'y a pas quelque chose qui a changé dans notre société ou la peur de l'engagement, Bah, qu'est-ce qui se passe quoi, ou c'est juste une révélation non, bah si, clairement, il y a quelque chose qui a clairement changé. On va de plus en plus vers un modèle où, voilà, plusieurs partenaires, d'une manière ou d'une autre. Tu vois, peu importe le nom que ça va emprunter, soit relation libre, soit polyamour, etc. Mais on va dans cette direction-là. Euh, Après, c'est intéressant cette petite histoire de croix à cocher. Tu vois, si pour un homme c'est très compliqué de cocher la croix, je cherche du sérieux, bah, on peut en tirer les conclusions qui s'imposent. Si c'est vraiment dans la tête de ce mec hyper douloureux de cocher la case, oui, je cherche du sérieux,
on peut imaginer qu'il n'est pas du tout ouvert à du sérieux. Bien sûr, Là, ouais. le côté on verra, c'est pas, c'est-à-dire un mec qui veut du sérieux peut marquer je veux du sérieux. De base, c'est mon état. Bah écoute, j'aimerais bien être en couple avec quelqu'un, avoir une belle relation. Maintenant, voilà, on va se rencontrer, on verra si ça marche ou pas. C'est pas une garantie non plus. Mais moi, je conseille toujours de se focaliser sur les hommes qui n'ont pas de problème pour annoncer ce qu'ils veulent. Et en l'occurrence, si vous cherchez quelqu'un qui veut du sérieux, allez plutôt sur les mecs qui disent, voilà, ça ne m'effraie pas éventuellement de savoir que peut-être dans 3 4 mois, je vais être amoureux et être dans une relation. Hmm. Ouais, donc ouais, respectons cette petite case finalement. Cette petite case, elle n'est pas si inutile que ça, hein. Exactement, elle te fait le tri. Quand on commence une relation, tu sais, on a quelques petits dates, des petits rendez-vous. Est-ce qu'il y a des red flags qui peuvent nous dire que ce n'est probablement pas une bonne idée de continuer? Donc les no-go. Ouais, moi, je vais t'en donner deux, trois. Je dirais que le premier, notamment ceux qui vont utiliser les applications, c'est quand vous êtes face à quelqu'un qu'il est difficile de voir. Si vous voyez que d'entrée de jeu, cette personne-là, elle va avoir vraiment des difficultés à être disponible. C'est vraiment selon ce que l'autre a dit. C'est ah, ce soir, ah, mais parce que les autres jours, je peux pas. Ou ah, machin. Méfiance. Ça pour moi, si c'est difficile de le voir, déjà, c'est un premier gros, gros warning, sans forcément parler de red flag. Maintenant, après, pour les red flags, ça va être le plus important, ça va être les gens qui annulent les rendez-vous dans la demi-journée. Tu vois. J'annule le rendez-vous 2 3 heures avant. Ah, au fait, non, ça va pas être possible pour tout à l'heure. J'ai une Ouais. énorme angine. On se redit pour plus tard. On se redit Ouais. pour bientôt. Ça, justement, faut pas nécessairement laisser une deuxième chance, quoi. Après, des red flags, il peut y en avoir plein. Ça va dépendre aussi de l'expérience qu'on a avec la personne. Quelqu'un qui manque de respect, quelqu'un qui. Chacun met un petit peu son curseur là où il veut, mais il y a des comportements qu'on peut observer. Tu vois, quelqu'un qui n'est pas capable de payer une addition, quelqu'un qui est pas capable ou quelqu'un qui va parler mal, je sais pas, des serveurs si on est dans un bar. Tout ça, ça peut être des choses auxquelles on peut se fier, quoi, Qui peuvent pour révéler un choisir peu la la personne. personnalité de... Ouais, ouais, complètement. Ouais. Et le coup de l'addition, ça, c'est une sacrée... c'est un sacré problème, parce qu'effectivement, des fois, je pense qu'il y a pas mal de femmes qui attendent que, bah, finalement, on leur paye le premier truc. Après, enfin, c'est un peu compliqué, j'ai l'impression, hein. Ça te donne une petite note... Ouais, il y a pas mal de femmes qui sont très sur un peu sur un truc un peu à l'ancienne où bah Ouais. voilà, c'est l'homme qui paye l'addition, ok, un truc un peu culturel comme ça, un peu gentleman. Elles ont cette idée-là sans forcément trop la partager. Enfin, le mec en face, c'est pas nécessairement censé être au courant. Et en face, ça souvent des mecs qui se disent ouais, bah moi j'en ai marre de payer 25 additions parce que j'ai fait 25 dates. C'est ça, exactement. Le mec, s'il s'enchaîne les dates, au bout d'un moment, il est broke. Moi, ce que je conseille, c'est très simple, c'est que d'abord, si vous faites des rencontres avec les applis, n'allez jamais faire une rencontre qui va vous coûter plus de 10 euros. C'est-à-dire que ce soit lui qui paye ou vous qui payez, peu importe en fait. Peu importe qui paye, euh, allez boire un café, grand maximum, si vous allez vous faire escroquer, je sais pas, chez Starbucks, vous en aurez pour grand maximum 10 euros. Ouais, il n'y a pas de café, je crois, à plus de 5 euros, enfin, je pense pas, même à Paris. Bon, je sais Donc pas, ouais. voilà, Starbucks, ça va vite, hein. là, en fait, l'important, c'est que les gens confondent la rencontre aussi avec un rendez-vous. La rencontre, c'est pas un rendez-vous, hein. La rencontre, c'est on se rencontre. C'est-à-dire qu'on s'est jamais vu, je sais pas qui tu es, je sais pas d'où tu viens, je vais te voir pour la première fois, peut-être que tu m'as baratiné, je sais pas si tu vas me plaire, je sais pas si moi je vais te plaire. Donc la rencontre, c'est une rencontre, c'est deux personnes qui se croisent. Pour moi, le rendez-vous, c'est après. C'est-à-dire que c'est la suite logique d'une rencontre qui a bien marché, où il y a eu une alchimie des deux côtés. Donc la rencontre, on s'en fout qui paye, en fait. C'est-à-dire que toi, tu peux dire, bah voilà, si tu es une femme, tu peux dire, ouais, je paye, je m'en fous, voilà, c'est 2 cafés, machin. Et il va y avoir de toute façon, normalement, en toute logique, un truc qui va se mettre en place où, si tu as invité lors de la rencontre, il va inviter au premier rendez-vous, etc. C'est plutôt ça qu'il faut regarder, en fait. C'est est-ce que ça se redistribue ou est-ce que c'est toujours la même personne qui va payer ou est-ce qu'on est sur un 50-50 où on compte les pièces de centimes pour vraiment ne devoir rien à l'autre. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Le premier rendez-vous, de toute façon, on fait un truc pas trop cher parce que l'important c'est de se découvrir et de voir si ça colle. Ouais. Donc, peu importe qui paye, par contre, effectivement, faut voir dans le futur si ça s'alterne un petit peu, quoi. Bah, mes clientes, c'est simple. Je vais dire ce que je leur dis. Je leur dis, vous allez boire un café avec un mec, 45 minutes. Tu vois, en fait, si ça se passe mal, tu peux réduire à 30 minutes. Si ça se passe bien, tu peux faire 1 heure. Ok, Hmm. parfait. Après, tu te barres. De toute façon, tu avais un truc de prévu après. Tu avais ton. Comme Je sais d'hab. pas. Ah, t'avais un truc. Mais même, tu vois, un café, c'est pas 2 heures. Tu transformes pas ça en maxi date. Tu fais ta rencontre et tu peux inviter le mec à boire le café. Très bien. Comme ça, tu montres que tu es généreuse, c'est parfait. Tu montres que tu es un peu moderne. Top.
Par contre, tu vas bien regarder euh, qu'est-ce que cet homme-là va te proposer derrière. Et là, tu vas vérifier que cet homme-là, il peut t'inviter en rendez-vous. Donc, Hmm. tu es généreuse, tu veux un mec généreux, tu as payé les cafés, le premier rendez-vous, il va t'inviter également. La prochaine fois, c'est au Ritz. Ouais, bah ouais. Ouais, intéressant. Ok, pas mal. C'est une généralité, encore une fois, mais c'est parce que je veux avoir ton avis. On peut avoir l'impression qu'il y a un déséquilibre homme-femme au début des relations et qu'elles s'investissent beaucoup plus dans le sens où elles sont davantage prêtes à modifier leur programme, à annuler leurs plans pour pouvoir voir leurs potentiels futurs copains. Et Mhm. elles ont souvent l'impression que les mecs, eux, continuent à vivre leur vie et qu'elles ne sont donc pas une priorité. Tu sais, comme si elles se sentaient un peu faibles, un peu dépendantes en fait, et peut-être un petit peu rejetées et qu'elles se remettent plus facilement en question. Et qu'est-ce que tu pourrais leur dire à ces femmes-là? C'est une généralité qui est vraie, encore une fois. Vraiment, j'insiste, généralité. En fait, il faut comprendre qu'il y a deux curseurs. Tu as le curseur développement personnel, donc moi qui m'investis pour moi-même, et tu as le curseur relation. Donc, ce que je veux investir sur la relation et ce que je veux investir sur moi, d'accord? Et on va dire que généralement, dans la majorité des cas, les femmes ont plus facilement à l'intérieur d'elles une idée d'investir sur la relation davantage que sur elles par rapport au mec. Le Hmm. curseur du mec, si tu regardes le ratio, le curseur du mec développement personnel et relation, il n'est pas le même que celui de la fille en face. Ouais, ouais. Et donc c'est pour ça qu'elles se sentent beaucoup plus dépendantes. Bah, elles misent plus sur la relation, Hmm. dans la place que ça va avoir dans leur vie. Alors que les mecs, pour eux, ils misent moins sur la relation. Leur bonheur, on va dire, dépendra peut-être moins de la relation et dépendra peut-être plus de ce qu'ils vont faire eux-mêmes avec leurs amis ou pour eux-mêmes ou leur carrière ou que sais-je encore. Et alors comment ces filles-là, ce type de personnes-là, peuvent gérer justement cette sorte de dépendance? Bah, d'abord, il faut choisir un partenaire ou un prétendant, si tu veux, qui a les curseurs à peu près alignés sur les nôtres. Et si c'est pas le cas, il faut savoir où l'autre a mis ses curseurs. Et en fait, ça passe par des questions, c'est-à-dire, à un moment donné, il faut interroger un peu le modèle de l'autre. C'est quoi la relation idéale pour toi? Ça ressemble à quoi une journée idéale pour toi? Ce genre de petites questions permet d'avoir un petit peu, surtout quand on ne connaît pas encore bien la personne, parce que là, du coup, la personne peut répondre sans trop Hmm. de calcul. Euh, ça peut nous donner une idée un petit peu de comment cette personne envisage de vivre. Ouais, 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 je comprends, effectivement. Et puis en Et fonction de de ça, pas on avoir voit. de, et de pas avoir de désillusion du coup et de dire ok bon bah ce mec là il va beaucoup tu vois tu peux on peut rencontrer quelqu'un enfin une fille peut rencontrer quelqu'un et découvrir au bout de 2 dates que bon bah ce mec là il est hyper carriériste il est clair qu'il va travailler beaucoup qu'il va pas être souvent disponible pour passer beaucoup de temps ensemble à faire je ne sais pas tu vois à vivre un petit peu le quotidien donc voilà à partir du moment où je sais ça est-ce que cette relation elle va me convenir oui non. Qu'est-ce que j'ai comme bénéfice, hein, qu'est-ce qu'il y a pour moi à aller chercher dans cette relation également. On peut se poser ces questions-là du coup. Hmm, ouais, ouais, je comprends. Parlons des relations cette fois-ci. On finit les applis et le célibat. Peux-tu nous dire les erreurs, entre guillemets, que font les femmes dans leurs relations de couple qui n'améliorent pas leur relation et peuvent par exemple oppresser ou faire un peu fuir leur partenaire? Et quand je dis erreur pour les femmes, je parle juste des comportements qui ne vont pas aider leur relation avec leurs hommes qui fonctionnent de manière différente. Ça ne veut pas dire que ce soit leur faute. Hmm. Ouah, erreur, elle n'est pas facile cette question parce que chacun va se comporter un peu différemment. Ouais. Donc je vais essayer de trouver quelque chose. Euh, Qui peut faire fuir les hommes, tu sais, en couple. bah, le côté. En fait, moi je pars du principe que ce qui est important, c'est le niveau d'intérêt d'un homme, ce que j'appelle le niveau d'intérêt. C'est-à-dire, ok, est-ce que cet homme peut tomber amoureux de moi ou pas? Ça, c'est vraiment la chose importante. Donc, je dirais que la principale erreur, c'est souvent de choisir des hommes dont le niveau d'intérêt n'est pas assez élevé. C'est-à-dire qu'on pense que cet homme-là, il est solide pour faire une relation, alors qu'en réalité, lui-même, il ne sait pas trop. Et que on surestime son niveau d'intérêt. On pense qu'il est probablement en train de tomber amoureux et de s'attacher, alors qu'en fait, non, pas du tout. Ça, ce serait une première erreur. Et la deuxième erreur, ce serait que par rapport toujours à cette notion de niveau d'intérêt, quand bien même cet homme-là va développer des sentiments et tomber amoureux, l'erreur serait de vouloir forcer les choses et d'accélérer un peu le timing avant son niveau d'intérêt. Et C'est-à-dire, ça, comment tu le sais? Tu sais par les questions que tu poses? Par de la en fait, communication? c'est-à-dire que, par exemple, je te donne un exemple tout bête, on est très tôt quand même, on est encore un peu dans les dates, mais je sais pas, une femme couche avec un homme au bout de 3 4 rendez-vous, peu importe.
elle couche avec lui et tout à coup, maintenant qu'elle est intime avec lui, elle s'attache beaucoup plus à cet homme-là. Ça ne veut pas dire pour autant que lui, en termes de timing, il est exactement au même point. Peut-être que lui, il a besoin encore un peu plus de temps. Peut-être qu'il a besoin encore de 3-4 dates. Mais comme la femme, elle s'attache beaucoup plus dans mon scénario, là, bah, du coup, elle va avoir des comportements peut-être qui vont aller avec cet attachement. Donc peut-être elle va se montrer un tout petit peu plus dépendante. Elle va vouloir des nouvelles tous les jours. Elle va vouloir être rassurée parce qu'elle est inquiète, parce qu'elle se dit, tiens, je suis attachée, donc je suis inquiète. Est-ce que lui, il est attaché? Donc, il faut essayer de toujours prendre comme boussole l'autre personne, pas juste soi-même. Il ne faut pas se dire, ok, moi je ressens ça, donc il faut que je fasse ça. Ok, moi je ressens ça, j'ai envie de faire ça, où en est l'autre? Moi je me sens amoureuse, je veux tout de suite je veux tout de suite qu'on se voit beaucoup plus, je veux que présenter ma famille, etc. Ok, mais où en est l'autre? Donc communication. Exactement. C'est observation surtout, parce qu'en fait, un homme ne va pas communiquer sur son niveau d'intérêt comme ça. Lire le niveau d'intérêt d'un homme, ça passe par regarder comment il se comporte. En fait, c'est très bien de communiquer, mais tout ne peut pas passer par de la communication. Et un homme, en général, ne va pas être à l'aise pour communiquer sur son niveau d'intérêt. Il ne va pas te dire, ok, alors aujourd'hui, je me sens un tout petit peu plus amoureux qu'hier, et je pense que je suis à ça de vouloir rencontrer ta mère. Exactement, mais je pense que c'est ça le problème, parce que les femmes, elles aimeraient qu'on leur dise ça, à mon avis. Oui, mais ça casserait quelque chose aussi. Donc du coup, c'est de l'observation que tu dis. Ouais, faut être capable d'observer son partenaire. En fait, tout ça, c'est de l'intelligence, parce que de l'intelligence émotionnelle, c'est j'observe mon partenaire et j'arrive à sentir qu'on est à peu près au même point. Si je suis un peu plus que lui, je sens que je m'emballe un peu, et c'est pas grave, c'est beau, tu vois. Si je sens que j'ai des sentiments et que ça pousse un peu plus fort, ok, est-ce que lui, il en est là? J'observe, je regarde, bon, comment je vais me comporter? Il y a toujours une question de dosage, en fait. L'autre jour, j'ai une cliente qui me disait, j'ai un club sur lequel je réponds aux questions de mes clientes, en fait, 2 fois par mois, et une qui me demandait, oui, mais alors quand est-ce que c'est OK pour montrer, je ne sais plus comment elle l'a formulé, mais la question c'était un truc, quand est-ce que c'est OK pour ouvrir les vannes, quoi. Là, j'ai plein d'émotions en moi, j'ai vraiment envie d'ouvrir les vannes et de tout lâcher. Mais en fait, il y a vraiment une question de dosage derrière. Et je me rappelle avoir répondu à cette question en disant, c'est comme un escalier, tu veux monter une marche après l'autre. Donc, si tu veux, par exemple, exprimer tes sentiments verbalement à ton homme, bah, tu vas pas passer de zéro, tu vas pas passer de en bas à en haut en une seule phrase. Tu vas pas lui dire je t'aime d'un coup. Tu vas pas lâcher un je t'aime. Tu vas essayer de doser. Donc tu vas commencer par des petites phrases où tu vas même pas lui dire tu me manques tout de suite. Tu vas lui dire par exemple je suis sûr que je te manque. Tu vois, en fait là je donne une phrase un petit peu intermédiaire et l'idée c'est de réussir en fait à pas tout lâcher d'un coup, à pas être dans une espèce de retenue pour ensuite tout lâcher d'un coup, mais à doser pour arriver petit à petit à attraper l'autre au bon moment, quoi. C'est pas mal cette formulation parce que du coup tu dis quelque chose mais en même temps tu l'impliques, donc comme ça tu peux savoir un petit peu plus sur ce qu'il ressent, tu vois. Exactement. Ouais. C'est pas mal, mais effectivement il faut se laisser du temps et comme tu dis, je pense que c'est un point hyper important, c'est de ne pas que penser à soi mais aussi se dire que voilà, on a tous un temps, on va dire, d'évolution de la relation qui est différent en fonction de chaque personne, et ça c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Bien sûr. Ouais. Selon ce que tu as vécu avant. Tu vois, je vais faire une image facile, mais c'est comme quand tu cuis un steak. Si tu cuis un steak congelé, tu vas pas le cuire de la même manière qu'un steak qui sort de chez le boucher, qui est frais. Parce que le steak congelé, il est froid. Si tu le balances sur la poêle avec la même intensité que l'autre truc, bah, l'extérieur va cramer, mais pas l'intérieur. D'accord? C'est un peu la même chose au final. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils ont peut-être été congelés parce qu'ils sortent d'une relation, je sais pas, ils ont été 15 ans en relation, ça s'est mal terminé, ils viennent de divorcer. Bon, peut-être que là, on est face à un steak congelé, tu vois. Ouais, j'aime bien la métaphore des steaks et de l'amour. Je fais une image facile, mais comme ça, tout le monde peut la... Ah, mais complètement, ça marche très bien. La suite la semaine prochaine.